Je m'appelle Christopher Steele. J'ai fait mes études à l'université de Cambridge avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères. Il fut espion de Sa Majesté, le Monsieur Russie du MI6, les services secrets britanniques. J'ai travaillé comme professionnel du renseignement et comme diplomate au sein du gouvernement pendant 22 ans. Je suis parti en Russie pour la première fois en 1990, où j'ai passé 3 ans à l'ambassade. J'ai passé la majeure partie des 40 dernières années à travailler en Russie, ou sur la Russie. Il dirige aujourd'hui une société d'intelligence économique. En 2015, Christopher Steele est approché par des clients américains qui lui demandent d'enquêter sur le passé russe de Donald Trump, qui vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle américaine. À l'origine, le projet a été lancé par les républicains opposés à Trump, puis transféré à l'équipe de campagne de Clinton. Mais notre rôle était d'observer le point de vue russe, ce que les Russes faisaient, ce qu'ils cherchaient à accomplir et leur évaluation de l'élection. Christopher Steele active ses contacts en Russie pour chercher des informations sur d'éventuels liens entre Trump et le Kremlin. Il rédige des notes, semaine après semaine, et fait ce constat accablant. Le régime russe a cultivé, soutenu et assisté Trump depuis au moins 5 ans. Le FSB a suffisamment compromis Trump par ses activités à Moscou pour pouvoir le faire chanter. Le conseiller de Trump, Carter Page, a participé à des réunions secrètes à Moscou. Un intime du Kremlin insiste sur l'importance de l'avocat de Trump dans les relations secrètes avec la Russie. Christopher Steele écrit même que les services russes disposent d'une vidéo à caractère sexuel tournée dans une chambre d'hôtel à l'insu de Donald Trump en compagnie de prostituées en 2013. Des informations brutes qui auraient dû rester secrètes, mais qui vont être publiées comme telles par le site d'information BuzzFeed à 10 jours de l'investiture de Donald Trump en janvier 2017. C'est potentiellement explosif. BuzzFeed a pris la décision controversée la nuit dernière de publier le dossier complet d'un ancien membre des services britanniques. And that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace. That information that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. Le dossier Steele a été très critiqué, et pas seulement par Donald Trump. 8 ans après sa divulgation, son auteur reste pourtant persuadé de la solidité de ces informations. Le format est inhabituel, même pour nous, car il s'agit de renseignements bruts. Et il n'a même pas été conçu pour être publié tel quel. Il ne contient pas d'analyse détaillée, même si, bien sûr, nous en avons vérifié une bonne partie avant de le donner aux clients. Il y a beaucoup de dates, de déplacements de personnes. Tout ça a été plutôt bien vérifié. Donald Trump a poursuivi Christopher Steele en 2023 devant les tribunaux britanniques. Il a été débouté. Mais l'attitude du président américain vis-à-vis de Poutine ne cesse aujourd'hui encore d'interroger. Il est très curieux et illogique pour un être humain intelligent qui analyse Poutine et son bilan de penser pouvoir lui faire confiance. Le fait que Trump soit prêt à affirmer qu'il apprécie et fait confiance à Poutine est donc très étrange et très suspect. Je dirais que l'attitude de Trump envers Poutine est singulière. Alors comment expliquer la relation entre Trump et Poutine ? Trump pense que lui et Poutine sont amis. Je pense qu'il est plus probable que Trump remplisse la fonction que Lénine appelait autrefois celle d'idiot utile. Que savent les services russes des activités du milliardaire ? Trump ne veut pas être blessé par Poutine. Il est prudent. Il ne veut pas avoir d'ennui. A-t-il été recruté ou approché par le KGB ? Il a commencé à devenir un contact dans les années 80, mais ça n'a porté ses fruits que lorsqu'il est devenu président. Retour sur 40 ans d'une relation complexe entre le businessman de New York et les hommes du Kremlin.
Fin des années 1970, Donald Trump est un héritier, entrepreneur ambitieux dans l'immobilier à New York. C'est son mariage avec une femme venue de l'Est qui va pour la première fois susciter l'intérêt des services secrets soviétiques. La relation de Donald Trump avec la Russie remonte à très loin en fait, jusqu'à 1977, année où il a rencontré et épousé Ivana, une Tchécoslovaque venue de l'autre côté du rideau de fer. D'après les archives de la police secrète tchécoslovaque à Prague, que j'ai consultées, les Tchèques l'espionnaient depuis la fin des années 70. Il parlait à son beau-père, il notait plein de choses, comme lorsque, enfant, Donald Trump Jr. s'est cassé la jambe. Et il transmettait ces informations, parfois des rumeurs, parfois des données plus sérieuses, à Moscou et au KGB. À New York, les affaires de Donald Trump se développent et en parallèle, ses liens avec des intérêts russes. J'ai commencé à me pencher sur ses liens avec la mafia russe. L'une de mes grandes découvertes, je crois, est qu'en 1980, Trump avait acheté des téléviseurs. C'était son premier grand projet réussi. L'hôtel Grand Hyatt, situé juste à côté de la gare Grand Central à New York. Et Donald Trump a fini par les acheter à un certain Semyon Kislin, qui travaillait au magasin d'électronique Jude Love, considéré comme une façade du KGB. Trump a-t-il été ciblé, à l'époque, par le vendeur de téléviseurs? Quelques années plus tard, ses aventures dans l'immobilier vont de nouveau le faire croiser le chemin des Russes. Nous sommes en 1986, flambant neuve, rutilante, la Trump Tower se dresse sur la 5e avenue. C'était quelque chose. Je me souviens que c'était assez tape à l'œil, plutôt neuf, moderne, beaucoup de doré, très chic. Et c'est devenu une attraction touristique. Parmi les visiteurs impressionnés par le building, il y a l'ambassadeur de l'Union soviétique aux USA, Yuri Dubinin. Il arrive à New York en 1986 et c'est sa fille qui lui fait découvrir la ville. Natalia Dubinina est en poste depuis plusieurs années à la Bibliothèque des Nations Unies, un lieu qui, à en croire un rapport du Sénat américain, est un véritable nid d'espions du KGB. Environ un quart des soviétiques en poste au secrétariat de l'ONU sont des agents de renseignement. Et bien davantage sont validés par le KGB. Les soviétiques sont intéressés par la bibliothèque parce que ça leur permet de mettre la main sur des publications techniques américaines et de faire voyager leurs agents du KGB à travers les États-Unis. Le jour même de l'arrivée de son père à New York, Natalia Dubinina l'emmène boire un café dans la Trump Tower, comme elle l'a raconté à la télévision russe en 2017. Yuri Vladimirovitch est mon père. C'est une personne incroyable, curieuse, qui s'intéresse à tout. Et ce que je peux dire, c'est qu'avant même d'arriver au bâtiment des Nations Unies, il s'est retrouvé dans la Trump Tower. Nous avons contacté Natalia Dubinina. Elle nie fermement être une espionne et avoir jamais ciblé Donald Trump. Elle a refusé de témoigner face caméra, mais nous a confirmé les informations données au journal russe MK, qui en a fait le récit suivant. Le diplomate soviétique fut tellement impressionné par le gratte-ciel qu'il décida à tout prix de rencontrer personnellement son créateur. Pour ce faire, il ne lui restait plus qu'à entrer dans le bâtiment et à prendre l'ascenseur, ce que firent les Dubinines. C'est un diplomate, un rêveur. Et lui qui est un patriote dans le meilleur sens du terme, en voyant cette Trump Tower, il a immédiatement imaginé la même tour, en face du Kremlin. Et pourquoi pas? Mon père était destiné à un rôle dont il était vraiment capable et qu'il appréciait. Trouver une nouvelle forme d'interaction avec les États-Unis. Et d'une manière ou d'une autre, établir la confiance. La suite est racontée par Donald Trump lui-même dans son célèbre livre « L'art du deal ». L'idée est apparue lors d'un déjeuner où je me suis retrouvé à la table de l'ambassadeur soviétique. De fil en aiguille, on s'est retrouvé à parler de construire un grand hôtel de luxe en face du Kremlin, en partenariat avec le gouvernement soviétique.
Quelques mois plus tard, il reçoit une lettre d'invitation officielle et s'envole pour Moscou au mois de juillet. Le voyage est pris en charge par l'agence officielle Intourist, qui organise le séjour des visiteurs étrangers en URSS. Tout le monde sait que c'est le KGB qui dirigeait Intourist. Il existe des preuves accablantes que le premier voyage de Trump à Moscou a été organisé par le KGB. Ensuite, j'ai parlé à d'anciens agents de renseignement soviétiques qui m'ont dit que c'était la procédure standard, qu'ils ciblaient toute une série de personnes, et que la première chose qu'ils faisaient, c'était amener la cible à Moscou, où elle pouvait être mise sur écoute, testée, profilée, suivie, etc. Trump et sa femme Ivana sont logés à Moscou, à 2 pas de la place Rouge. L'Hôtel National était l'un des plus beaux hôtels historiques de Moscou. Il surplombait la place de la Révolution, puis la place Rouge. Il occupait la plus belle chambre qu'il proposait. Joyce Barnatan est à l'époque correspondante de Newsweek en Union soviétique. New-Yorkaise elle-même, elle sollicite une interview de Donald Trump et le rencontre à son hôtel. Il a fait le tour de la pièce. Il n'aimait pas l'état de la chambre. Il la critiquait. Il y avait des couches de peinture marron un peu écaillées. Il n'était vraiment pas impressionné par la qualité de la chambre. Il essayait de comprendre ce qu'il faisait là. Il se demandait s'il allait construire quelque chose comme la Trump Tower en Russie. Notre impression, c'était que les Russes voulaient qu'il vienne à Moscou pour voir s'il était prêt à construire quelque chose comme la Trump Tower de New York. Trump ne construira pas de Trump Tower à Moscou. Quel sens alors donner à ce voyage? Nous avons posé la question à un homme qui connaît très bien les méthodes du KGB. Ça c'est moi. Et pour cause. J'étais jeune colonel, 1972. Il y a travaillé des dizaines d'années. Ça c'est mon père, ancien officier du KGB lui aussi. Quand il a appris que je voulais moi aussi entrer au KGB, il m'a dit « Ne fais pas ça mon cher fils, c'est un sale boulot. » Mais tu as fait ça pendant 15 ans papa. Justement mon fils, c'est un sale boulot, reste loin de tout ça. Et vous savez, les enfants n'écoutent jamais leurs parents, c'est bien connu. Oleg Kalugin a 90 ans et vit aujourd'hui non loin de Washington. Il fut en pleine guerre froide, le plus jeune général du KGB. Khrouchtchev et moi, 1958. Qu'est-ce que je suis beau. Il a longtemps travaillé aux États-Unis sous différentes couvertures. J'ai été journaliste correspondant, diplomate, élu au Parlement et en même temps j'étais au KGB. Son rôle, recruter des sources et des informateurs. Trump a-t-il pu être approché ou recruté ou compromis lors de ce voyage en URSS? Bien sûr, c'est une méthode russe bien connue, de mettre le plus possible de matériel de surveillance dans les chambres, ou n'importe où se trouvent des personnes d'intérêt. On n'a même pas besoin de les suspecter de quoi que ce soit. Mais on ne sait jamais. Quelqu'un pourrait tomber amoureux d'une prostituée. Ça peut toujours servir pour l'approcher, peut-être le recruter. Les Russes savent monter des compromates. Mais vous pensez que si Trump est invité à Moscou, ils essayent de le compromettre? Oh, je ne sais pas exactement, mais je ne peux pas l'exclure. Pouvez-vous me dire si le KGB avait des informations sur Trump? Disons que je ne sais pas, mais je crois qu'ils en ont. Vous ne pouvez pas être plus précis? Écoutez, il y a des choses dont je suis au courant, mais je ne vais pas vous en parler. Le KGB a-t-il monté un dossier sur Trump? Aucune preuve matérielle ne permet de l'affirmer, et les avis divergent. Oui, il est allé à Moscou. Oui, il souhaitait faire des affaires à Moscou. Les Soviétiques étaient ravis de le recevoir et d'écouter ce qu'il avait à dire. Mais je ne suis pas un adepte des théories du complot et je n'accepte aucune des idées selon lesquelles, d'une manière ou d'une autre, il le tenait, le manipulait ou le contrôlait. Il n'y a juste aucune preuve de cela. Je pense que c'était un piège. Je ne pense pas qu'ils aient jamais eu sérieusement l'intention de construire une Trump Tower sur la place Rouge. Mais Donald Trump est extrêmement sensible à la flatterie. Qu'est-ce qui se passe quand on essaie de recruter quelqu'un? Que recherche-t-on? Quelqu'un d'extrêmement narcissique.
Quelqu'un qui soit sensible aux belles femmes et qui puisse être vulnérable pour le compromettre. En tout cas, quelques mois après son retour de Moscou, Donald Trump achète une page de publicité dans 3 journaux américains pour prendre une position politique plutôt surprenante. Une lettre ouverte de Donald Trump sur pourquoi les États-Unis devraient cesser de payer pour défendre des pays qui ont les moyens de se défendre eux-mêmes. Il a en substance appelé à la fin de l'OTAN. Il affirme que nous payons trop cher, que nous nous faisons arnaquer. C'est tout simplement extraordinaire. À l'époque, l'OTAN n'a jamais vraiment suscité de controverse. Aux États-Unis, les démocrates comme les républicains ont toujours soutenu l'OTAN. Et voilà que Donald Trump prend la position de l'Union soviétique immédiatement après son retour de Moscou. Une prise de position politique alignée sur les intérêts soviétiques et en parallèle, une manne providentielle d'argent russe qui inonde les casinos de Trump. Du cash bienvenu, alors que ses investissements démesurés l'amènent régulièrement au bord de la faillite. Nous ne savons pas précisément combien d'argent de la mafia russe a coulé dans les comptes bancaires de Donald Trump. Ce que nous savons, c'est qu'il y en avait. Et l'un des chefs de la mafia, un certain Vyacheslav Ivankov, vivait dans la Trump Tower et y avait acheté un appartement. Le FBI le recherchait et ils ont passé 3 ans à sa poursuite et l'ont finalement localisé dans la Trump Tower. Il s'agissait donc d'une sorte de lien financier mais aussi personnel. Trump était comme un contact pour la mafia russe, utile pour trouver un logement ou pour blanchir des fonds. Parfois, ces choses sont faites de telle manière qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière, ni quel est l'objectif réel. Surtout s'il s'agit de transferts monétaires, d'achats de biens ou autres. Parmi les événements étranges dans les liens de Trump avec la Russie, il y a l'achat d'une maison en Floride en 2008 par un oligarque russe pour le double de sa valeur. De l'argent qui a permis à Trump de rembourser des dettes et d'éviter la faillite. La mafia, les oligarques et jamais loin derrière, le pouvoir et les services secrets russes. Le scénario va se répéter en 2013, nouvelle visite de Trump à Moscou, cette fois-ci à l'occasion du concours de Miss Univers. Quelques mois plus tôt, Trump était à Las Vegas pour le concours Miss USA. Il a rencontré un oligarque, Agalarov, très proche de Poutine, connu comme le bâtisseur de Poutine. Ils ont conclu un accord pour organiser le concours de Miss Univers à Moscou. Thank you to Aras Agalarov and the Focus Group for their amazing hospitality and support, and to the Sberbank, the general sponsor of this event in Russia. That's right, and of course, the big man on campus, Donald Trump. Il était clair que l'objectif principal de Trump était de rencontrer Poutine. Et d'obtenir le feu vert pour la construction d'une tour Trump à Moscou. Trump était à Moscou pour quelques jours seulement, et il avait l'intention de rencontrer Poutine. Mais de rencontre il n'y aura pas. Trump aura attendu en vain. Le milliardaire aurait pu être vexé d'être ainsi snobé par Poutine. Il continuera pourtant de lui tresser des lauriers. Et la meilleure explication, c'est que c'est un businessman. Trump l'a compris. Si vous obtenez le feu vert du grand patron, l'affaire est conclue. C'est comme ça que Trump a géré les choses. Et c'est une des explications de la relation Trump-Poutine. Plus largement, on pourrait parler d'admiration pour l'autocrate. Poutine dirige la Russie comme Trump voudrait diriger l'Amérique. L'annexion de la Crimée par la Russie quelques mois plus tard va faire une nouvelle fois capoter le projet de Trump Tower en raison des sanctions frappant les banques russes. Mais l'admiration de Trump pour Poutine ne faiblit pas. Et en 2015, quand il décide de se présenter à la présidentielle américaine,
Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Un homme va tout faire pour qu'il emporte l'élection. Vladimir Poutine. La campagne de son adversaire Hillary Clinton est opportunément fragilisée par la divulgation de documents internes au Parti démocrate. C'est une révélation potentiellement explosive de Wikileaks. Le site a publié 20 000 emails piratés du comité démocrate. Les Russes avaient aussi piraté des courriels du Parti républicain. Mais bien sûr, ils ont divulgué uniquement ceux du Parti démocrate parce qu'ils souhaitaient la victoire de Donald Trump. Ils le considéraient comme le candidat le plus utile pour aider la Russie à l'international et saper une certaine forme de démocratie américaine. Régulièrement, Trump doit se défendre d'être instrumentalisé par Poutine. Putin, from everything I see, has no respect for this person. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. You're the puppet. It's pretty clear. He brushed it off. Trump a balayé l'ingérence russe, prétendant qu'elle était sans importance. Mais pire, il en a redemandé. Dans ce qui est probablement la tentative la plus éhontée de collusion avec les Russes. Il a déclaré « Et la Russie, si vous m'écoutez, j'espère que vous trouverez les courriels d'Hillary Clinton. » Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. Il faisait ouvertement appel à un pays étranger, un adversaire étranger, pour l'aider en recueillant de nouvelles informations politiques sordides sur son adversaire politique. Les Russes vont écouter Trump en divulguant ses nouveaux emails piratés au meilleur moment pour lui. 7 octobre 2016, la presse américaine diffuse une archive accablante. On y entend Donald Trump tenir des propos grossiers. Oubliant qu'il est équipé d'un micro-cravate, il échange hors champ avec le présentateur d'une émission People. On pensait qu'il en était fini de la candidature de Donald Trump. Mais bien sûr, les Russes sont arrivés à sa rescousse. Ils ont une nouvelle fois publié des dizaines de milliers de courriels du Parti démocrate volés par des espions militaires à Moscou. Cette explosion médiatique a escamoté la vidéo du scandale et a de nouveau focalisé l'attention sur Hillary Clinton. C'était un coup de génie, très efficace, très sombre, très brutal. Un mois plus tard, Donald Trump remporte l'élection. Parmi les conseillers qui vont se succéder à la Maison-Blanche, il y a John Bolton. Aux États-Unis, sa moustache est aussi connue que ses positions très dures vis-à-vis des ennemis de l'Amérique, comme l'Iran. C'est lui qui va se charger d'organiser la première rencontre au sommet entre Trump et Poutine. Trump voulait que Poutine vienne à Washington, Poutine voulait que Trump vienne à Moscou. On savait comment ça allait se terminer, ce serait une ville européenne neutre. Nous avons convenu d'Helsinki car c'est là que s'était tenu le dernier sommet entre Bush et Gorbatchev. À l'issue d'un long entretien en tête-à-tête, les deux chefs d'État tiennent une conférence de presse commune. Il avait annoncé qu'il allait confronter Poutine à ses accusations d'ingérence dans la campagne présidentielle de 2016. Et à la fin, bien sûr, Poutine a nié que la Fédération de Russie ait joué un rôle quelconque dans l'élection. Et Trump a déclaré, à la stupéfaction générale, qu'il croyait Vladimir Poutine plutôt que les services de renseignement américains. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. So I have great confidence in my intelligence people, but I will tell you that
President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. C'était un moment dingue. Je n'avais jamais rien vécu de tel de toute ma carrière. L'important pour nous, sur le moment, était de ne pas montrer de réaction car la presse était assise juste derrière nous. Une tempête médiatique avait éclaté. Nous lui avons parlé pendant une grande partie du trajet retour à Washington à bord d'Air Force One. Et d'ailleurs, le lendemain, il a dit « Vous savez, je me suis peut-être mal exprimé ». Et il a fait quelque chose de très inhabituel, admettre une erreur. Sauf que personne dans la presse ne l'a cru. John Bolton quitte la Maison-Blanche avec fracas un an plus tard. Le premier mandat de Trump est marqué par les démissions de conseillers et empoisonné par l'enquête russe, menée à la demande de la justice américaine sur les soupçons de collusion entre Trump et le Kremlin. L'enquête russe dirigée par Mueller a révélé de nombreuses preuves accablantes de contact entre des personnes proches de Trump et le Kremlin. Elle a également révélé de nombreux éléments tout aussi accablants sur les tentatives de Trump d'entraver l'enquête sur ses liens avec la Russie. Mais en fin de compte, Mueller n'a pas pu établir l'existence d'une conspiration, ce qu'on aurait appelé une collusion. Malgré 2 procès en impeachment et des procédures au civil et au pénal, Trump parvient à reprendre la Maison-Blanche en 2024, avec notamment une promesse, celle de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Il le martèlera toute sa campagne. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war in one day? Because I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. It'll be absolutely over. Do you want Ukraine to win this war? I don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people and breaking down this country. Le 12 février 2025, Donald Trump et Vladimir Poutine se parlent au téléphone. Une première pour un président américain depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie 3 ans plus tôt. Maintenant que Trump est de retour à la Maison-Blanche pour un second mandat, il n'y a plus aucun adulte dans la pièce. Il est comme un roi. Et personne ne dit au roi qu'il a tort, qu'il est fou ou qu'il délire. Et malheureusement, Trump vit désormais dans cette sorte de réalité fictive et inversée, où l'Ukraine a attaqué la Russie plutôt que la Russie a attaqué l'Ukraine, où Zelensky est un dictateur et Poutine un démocrate. Trump qui reprend les arguments de Poutine sur les responsabilités de la guerre. Et que dire de cette édifiante scène d'humiliation le 28 février dernier dans le bureau ovale. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? Je suis très inquiet pour l'Ukraine car je pense qu'elle est réellement désavantagée tant que les principales négociations se déroulent entre Trump et Poutine. Et je pense que les dommages causés par Trump à l'OTAN sont très graves. Mais du point de vue russe, je ne pense pas qu'on puisse imaginer meilleur président que Trump, vu son comportement. Les services russes observent Donald Trump et voient en lui l'opération la plus réussie de l'histoire de l'espionnage soviétique et russe. Voilà un président américain qui accomplit des choses dont rêvait l'Union soviétique, mais qu'elle n'a jamais pu réaliser. Il démantèle l'Amérique en tant que superpuissance et la transforme en une étrange entité plus petite, en guerre avec l'Europe, avec une grande partie du monde, qui impose des tarifs douaniers, etc. C'est le paradis du KGB. Poutine, lui, peut se contenter de regarder tout cela se dérouler. Il n'est pas du genre à sourire, mais là, il peut contempler la scène en souriant. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a démantelé nombre de ses administrations, dérouté ses alliés historiques et affaibli l'Ukraine.
Vladimir Poutine, pour sa part, ne vacille pas et continue de pousser ses pions. God bless you and God bless America. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you.